Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Il était le premier président de la Tunisie démocratique. Le chef de l'État Béji Caïd Essebsi est décédé jeudi. Les réactions affluent du monde entier. Premier importateur mondial de blé, l'Égypte signe un accord de 14 millions de dollars avec le fonds de l'OPEP pour le développement international. Objectif, la construction à Port Saïd de 2 réservoirs de stockage. L'éducation en Afrique. Aujourd'hui, 80% des enfants africains en âge d'aller à l'école primaire sont scolarisés contre 60% en 2000. Une amélioration du taux de scolarisation observable notamment au Lesotho. Et on commence par le décès du président tunisien, Béji Caïd Essebsi. La Tunisie est en deuil depuis ce jeudi. Tour à tour avocat, Premier ministre. Le président Béji Caïd Essebsi avait finalement remporté en 2014 l'élection présidentielle, devenant ainsi le premier président élu démocratiquement en Tunisie. Alors son état de santé s'était dégradé ces derniers temps. Le président tunisien âgé de 92 ans est mort à quelques mois seulement de la fin de son mandat. Ibayako. Décès du président tunisien Béji Caïd Essebsi. La présidence de la République a annoncé ce jeudi 25 juillet le décès du chef de l'État tunisien. Cette date coïncide avec le 72e anniversaire de l'avènement de la République. Une célébration habituellement marquée par un discours du chef de l'État. Il est décédé à 10h25 à l'hôpital militaire de Tunis, dans lequel il était hospitalisé depuis mercredi 24 juillet. Nous vous annonçons avec regret le décès de notre président de la République ce jeudi 25 juillet à 10h25 heure locale, à l'hôpital militaire de Tunis. Nous vous invitons à prier pour lui et pour son âme. Parmi ces dernières initiatives dans le pays, celle de l'égalité dans l'héritage en Tunisie. À l'occasion de la journée de la femme tunisienne, le 13 août 2018, il a traduit cette loi dans la constitution du pays. Outre cette mesure, le président tunisien n'a pas ratifié le code électoral qui exclut des candidats des scrutins législatifs et présidentiels prochains. L'ancien code électoral reste en vigueur, tandis que le dépôt des listes de candidats aux législatives débute ce lundi 22 juillet. Cette disparition de Béji Caïd Essebsi entraîne la vacance du pouvoir à la tête de l'État. 2 types de vacances du pouvoir sont prévus par la constitution tunisienne. L'une exige que le Premier ministre remplace le président pour une période courte, l'autre que le président du Parlement assure l'intérim pour un temps plus long. Tout a été planifié par la constitution tunisienne. Le président de la République, s'il venait à disparaître, le président de l'Assemblée nationale ou de l'ARP, comme on l'appelle à Tunis, devient président pour un maximum de 90 jours. Pendant ce temps-là, il gère les affaires courantes et il a un certain nombre d'obligations. Monsieur Mohamed Nasser, président de l'Assemblée nationale, est déjà en pleine réunion actuellement. Il a déjà rencontré le Premier ministre nommé par M. Caïd Essebsi. Âgé de 92 ans, il était le premier président élu démocratiquement en décembre 2014, père de 4 enfants. Il laisse derrière lui une famille et un peuple tunisien endeuillé. Avocat de formation, il faisait partie des militants pour l'indépendance tunisienne et fondateur du parti politique Nida à Tunis. Le chef d'État laïque s'opposait aux pensées du parti islamiste Ennahda. L'Égypte, qui possède une capacité de stockage de 3 millions de tonnes de blé, veut accroître ses capacités. Et pour ce faire, le gouvernement vient de signer un accord de 14 millions de dollars avec le fonds de l'OPEP pour le développement international afin de construire 2 réservoirs de stockage dans la ville portuaire de Port Saïd. Siamlo Victoria Sedji. Afin d'optimiser la conservation du blé, le gouvernement égyptien a signé avec le fonds de l'OPEP pour le développement international un accord de 14 millions de dollars. Ce financement est destiné à la construction de 2 silos ou réservoirs de blé à Port Saïd, ce qui permettra d'accroître de 15% la capacité de stockage. Ce financement n'est ni plus ni moins un financement de trop, ce qui convient désormais d'appeler l'Afrique soumise au déshydratage des grandes importations. Ce n'est pas un financement structurant, ce n'est pas un financement qui va apporter de la plus-value à l'économie égyptienne, c'est juste des mesures palliatives. Pour le ministère de l'Approvisionnement, ce projet est une aubaine en termes de désengorgement et de réduction de la durée de transport entre les ports et installations de stockage. L'Égypte est le premier importateur mondial de blé. Entre 2019 et 2020, il devrait en importer 12,6 millions de tonnes d'après
d'après le département américain de l'agriculture. Aujourd'hui, la dépendance du pays, donc de l'importation surtout du blé, reste et demeure un véritable problème. Régler la question de l'autosuffisance alimentaire et la lutte contre l'importation sauvage donc, du blé sur le continent africain et spécifiquement en Égypte reste et demeure. L'Égypte ne produit localement que 8 millions de tonnes de blé par an. Une situation qu'aimeraient voir changer de nombreux analystes. D'ici 2020, l'exécutif espère à cet effet en produire près de 10 millions de tonnes. Les défis de l'agriculture à l'heure où seuls 5 pays de l'Union africaine respectent aujourd'hui la promesse de Maputo, faite en 2003, de consacrer au moins 10% du budget annuel au secteur. Au Cameroun, le gouvernement se dit engagé sur la question et près de 2 milliards de francs CFA devraient prochainement être débloqués afin d'assurer la qualité et la conformité des semences. Corinne Kamzefem. Pour cette année 2019, le ministère camerounais de l'Agriculture va investir 1,7 milliard de francs CFA pour l'acquisition de semences de qualité. 16 cultures sont concernées par ce financement. Il est question de booster la production agricole locale afin de limiter au maximum le recours aux importations. Vous savez, la semence contribue pour 30-35% de rendement. Donc le paquet technologique n'est pas seulement posé sur la semence. Il faut accompagner ces producteurs et si le projet visait seulement à distribuer des semences, je crois qu'on serait tout mal parti. Le financement s'effectue au travers du projet d'appui à la production du matériel végétal de qualité. Créé en juin 2017, ce projet a pour objectif majeur de garantir une bonne collaboration et coordination entre les différents acteurs de la filière semences et imposer la rigueur dans la maintenance des espèces et variétés au cours de commercialisation. En matière de maintenance, de multiplication de façon pérenne, il faut impliquer les institutions de recherche comme l'IRAD ou Minérésy. Le plus important, c'est la création des banques de conservation de ces semences. Nous avons perdu presque 80% du matériel végétal au Cameroun parce que le Cameroun avait complètement arrêté de maintenir les banques qui permettaient de conserver les semences. Ce fonds d'1,7 milliard de francs CFA mis à disposition est un apport non négligeable pour l'acquisition et la distribution de 298 tonnes de maïs composite. Si ces efforts sont constructifs, 38 tonnes de sorgho, plus d'1 million de plants certifiés de bananiers plantains, 400 plants certifiés de collatiers greffés et environ 1,7 million de boutures certifiées de manioc seraient accessibles. Et à présent, les défis en matière d'éducation, les chiffres révèlent un véritable drame. Aujourd'hui, plus de 260 millions d'enfants à travers le monde ne peuvent pas aller à l'école. Toute une génération sacrifiée. En Afrique, ils sont plus de 33 millions. Mais des efforts importants en faveur de l'éducation ont néanmoins été entrepris ces dernières années. Aujourd'hui, 80% des enfants africains en âge d'aller à l'école primaire sont scolarisés contre 60% il y a 20 ans. Alors les défis sont encore nombreux, mais il y a aussi de réelles améliorations. Donc, illustration au Lesotho dans ce sujet signé Amenedi. Le Lesotho a réalisé des progrès considérables en faveur de l'éducation pour tous. Une réalité qui se traduit par un programme entre 2000 à 2006 visant à rendre l'enseignement primaire gratuit pour tous. Cette initiative a été renforcée par la promulgation d'une loi en 2010 où l'enseignement gratuit devient légalement obligatoire dans le pays. We have a free education system for all. Nous avons un système d'éducation gratuit pour tous, filles comme garçons, même s'il n'a pas atteint le plus haut niveau d'enseignement. Mais je pense que le Lesotho a l'un des meilleurs systèmes d'éducation en Afrique. Toutefois, dans les zones rurales, il se pose un problème d'accès aux enseignants, à l'information et à l'Internet. Nos filles et nos garçons ne savent pas nécessairement ce qui se passe dans le monde. Le gouvernement fournit des efforts concrets pour financer le secteur de l'éducation qui reçoit en moyenne 23,3% du budget, soit 9,2% du produit intérieur brut national. Toutefois, un diagnostic mené en 2015 met en évidence quelques défis majeurs auxquels le système éducatif reste confronté au Lesotho. Par ailleurs, les perspectives d'éliminer les disparités entre les sexes dans l'enseignement primaire et secondaire au Lesotho sont prometteuses. Les femmes n'ont aucune excuse de ne pas aller à l'école ou au boulot. Nous nous battons vraiment pour l'égalité. Nous
ne demandons pas à être supérieurs, mais juste une opportunité pour donner le meilleur dont nous sommes capables en tant que femmes. Dans le but de relever ces défis, le Lesotho a fixé des objectifs dans son plan stratégique pour le secteur de l'éducation 2016-2026. À noter que le taux net de scolarisation se situe actuellement à 95% des enfants en âge d'aller à l'école primaire. Seuls 28% des routes africaines sont bitumées. Focus sur la situation au Togo, où le gouvernement, et dans le cadre du programme national de développement, indique que ce sont au total 600 km de routes qui vont être rénovées d'ici à 2022. Amenedji. En vue de faciliter l'accès aux zones enclavées et désengorger certains axes du secteur routier au Togo, le gouvernement envisage de réhabiliter et de bitumer près de 600 km de routes d'ici 2022. Cette ambition se traduit par un vaste programme visant à doter le pays de voies, facilitant la bonne circulation des personnes et des biens et l'écoulement des produits agricoles vers les grands centres urbains. Faire des routes, c'est très bien pour l'intégration nationale et l'intégration régionale. Nous avons 60-70% des gens qui sont à 2 roues. Il faut régler ce problème. Il faut donc faire des routes, ils les prennent en compte, surtout pour leur sécurité. Le coût global des travaux est estimé à plus de 350 milliards de francs CFA et une partie des fonds a déjà été mobilisée. Il s'agit de revoir dans le sud le grand contournement de Lomé, de Baguida à Adétikope et les axes Sévier, Kévé, Zolo qui ont une frontière avec le Ghana. Les travaux concernent également d'autres voies nationales difficilement praticables sur 322 km. Les sociétés qui sont chargées de faire ce travail, est-ce qu'elles le font à des coûts compétitifs, des coûts acceptables? Est-ce qu'il n'y a pas des surfacturations? Non, ce n'est pas intéressant si ces coûts ne sont pas contrôlés et s'il n'y a pas des audits. Et enfin, il faut savoir, est-ce qu'on s'occupe réellement des besoins des populations? Outre ces principaux axes qui bénéficieront d'une réhabilitation grâce au projet d'infrastructure et de développement urbain financé par la Banque mondiale, d'autres travaux sont en cours d'exécution dans l'objectif de garantir aux populations une sécurité routière. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.